Si je devais commencer la vidéo en vous posant une seule question les amis, quel clan vous choisiriez si vous deviez appartenir en général à un clan dans Naruto? Et je suis très certain que facile 90% d'entre vous vont répondre le clan Uchiwa. Et je suis certain en poussant la question encore un peu plus loin que 90% d'entre vous ont au moins un membre du clan Uchiwa parmi votre top 3 ou top 5 de vos persos préférés de Naruto. Alors je vais pas vous mentir, moi aussi forcément si on me pose la question je prendrais le clan Uchiwa. Et que dans mon top 5 par exemple il y a Kakashi, Shikamaru et que bien entendu il y a aussi des Sasuke ou des Itachi. Je suis un homme simple bordel. Et puis d'un côté, comment vous donner tort entre la maîtrise du Katon, des arts ninja en général, le dojutsu comme le Sharingan ou encore le Mangekyou Sharingan, son genjutsu perfectionné, ses ninjutsu qui bravent les interdits, ses techniques ultimes comme le Susanoo ou la Materasu absolument aberrant, sans oublier l'histoire sombre du clan qui te fait autant rêver qu'halluciner. Après si tu fais partie des 10% restants qui n'ont pas choisi le clan Uchiwa ou qui n'ont pas forcément de Uchiwa dans leur top 5, bah dis-le moi en commentaire. Mais comme vous le savez, un grand pouvoir entraîne forcément de grandes responsabilités, mais surtout il attise les convoitises. Et faire partie du clan Uchiwa, c'est pas forcément facile tous les jours. T'as beaucoup de Uchiwa à travers l'histoire et le temps, qui entre les guerres, entre les différents clans, entre les différents villages, les différentes factions, etc. Beaucoup de membres du clan Uchiwa sont morts durant les guerres, mais surtout ont été kidnappés, torturés, traqués, séquestrés, tout ce que tu veux, simplement pour leur arracher leur pupille encore active. Tout ça pour que d'autres clans puissent enfin s'approprier les pouvoirs et les secrets du clan Uchiwa et son dojutsu. Quand tu vois par exemple le bras de Danzo, qui était littéralement plein de pupilles de droite à gauche, je veux dire, c'est pas le premier de l'histoire à avoir tenté de traquer les Uchiwa. Et mis à part Tobirama qui est le gros racisto originel anti-Uchiwa, t'as par exemple Orochimaru qui voulait le corps de Sasuke ou de Itachi pour avoir un corps de Uchiwa jeune et puissant pour assouvir ses désirs et avoir le Sharingan pour repousser ses limites. Et on rappelle que pour qu'un non-Uchiwa récupère un Sharingan, il faut que celui-ci soit éveillé avant de l'arracher, sinon l'œil sera désactivé et c'est pas un non-Uchiwa qui va se greffer un œil qui pourra l'activer. Comme Obito qui a filé le sien encore actif à Kakashi et qui après depuis ce temps-là ne peut pas le désactiver. Surtout qu'un non-Uchiwa qui utilise le Sharingan, c'est quelque chose de non naturel pour son corps et c'est encore plus éprouvant que pour un vrai Uchiwa pour qui c'est naturel et sans difficulté. Donc tout ça c'est avant tout une question de clan, de gènes, de pouvoir et d'héritage. Après si je prends le temps quand même de vous parler globalement du clan Uchiwa et de vous parler aussi des convoitises et des problèmes qu'il peut y avoir à l'extérieur du clan, c'est aussi important de parler des problèmes qu'il y a à l'intérieur du clan. Je parle pas de jalousie ou de convoitise au point par exemple d'accéder à l'échange des yeux pour obtenir un Mangekyou Sharingan éternel, qui fait quand même partie encore aujourd'hui des aspects les plus chelous de Naruto, mais vraiment de certains Uchiwa qui vont se mettre à mépriser certains membres de leur clan par jalousie pour obtenir leur poste ou obtenir encore plus de pouvoir et qui vont simplement esclavager certains membres du clan Uchiwa, les torturer, en faire de véritables outils ninja, des machines à tuer avec aucune personnalité, simplement pour se servir de leur pouvoir à défaut de le posséder. C'est donc pour ça les amis qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une membre du clan Uchiwa qui à peine à son jeune âge a attisé la convoitise non seulement des membres à l'extérieur du clan Uchiwa mais aussi au sein de son propre clan, qui a été dépersonnifié, qui a été servi uniquement en tant qu'arme ultime, à qui on a tout enlevé depuis la naissance. Bienvenue dans l'histoire les amis de Nanashi Uchiwa, aussi appelé Hikari Uchiwa. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas qui elle est de base, il s'agit d'un personnage qui a été inventé pour le jeu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, du coup qui est sorti il y a pas très longtemps et qui nous a permis simplement de découvrir dans ce nouveau scénario une jeune fille finalement à l'histoire extrêmement touchante, une histoire passionnante, extrêmement bien écrite en tout cas, qui cache bien des secrets et qui en plus de ça, en termes de potentiel et de puissance, peut largement faire jeu égal avec les meilleurs membres du clan Uchiwa, si ce n'est peut-être en termes de potentiel les dépasser. Laissez-moi raconter l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement a été déshumanisée et a perdu son enfance au détriment de l'avidité des adultes. Pour raconter cette histoire, on va remonter ensemble les amis à l'époque des royaumes combattants, bien avant la création de Konoha et d'autres grands villages. Là où par exemple les Uchiwa se battaient constamment avec le clan Senju ou encore le clan Sarutobi et d'autres clans pour s'adjuger des terres, de l'influence et du pouvoir, et imposer bien sûr la puissance du clan Uchiwa. Nanashi, ou plutôt Hikari, est donc né de base dans une des branches du clan Uchiwa, mais à une époque similaire à celle de Madara et Hashirama, comme va en attester sa tenue traditionnelle Uchiwa que l'on peut voir dans le jeu. On peut même peut-être la considérer comme plus vieille encore que Madara et Hashirama. On n'a pas forcément la date exacte, à part que ça se passe vraiment un siècle avant l'arrivée de Boruto. Elle a perdu ses parents très jeunes et malheureusement pour elle, elle a hérité d'immenses pouvoirs qui ont été très mal utilisés ensuite par le clan Uchiwa. Un pouvoir tellement grand en réalité que tout le monde en avait peur et nécessitait de la contrôler et surtout de la terroriser pour la maintenir au calme, et forcément qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs contre eux mais plutôt contre leurs ennemis. On a donc une jeune fille qui dès l'enfance a été terrorisée, enfermée, qui a peur de sortir, qui a peur de parler et surtout peur de commettre la moindre erreur. Une jeune fille seule, apeurée, sans le moindre
soutien sans la moindre bienveillance autour d'elle et abandonnée de son propre clan et sa propre famille. Elle est obligée d'accomplir des massacres en réalité pour sauver sa propre vie en exterminant celle de dizaines d'autres clans, avec un pouvoir et aussi des ambitions qui la dépassent totalement. Et là vous allez me dire, mais comment une jeune fille peut être aussi puissante? Et bah faut savoir qu'en réalité elle possédait le pouvoir du Sharingan mais aussi celui du Mangekyou Sharingan avec les arcanes lunaires, mais également un pouvoir inédit, le Yashihoko. C'est un pouvoir qui d'un côté est capable de transmettre son chakra à n'importe quel individu, mais de l'autre côté il est capable de poser une marque sur n'importe qui afin de les contrôler avec les arcanes lunaires démultipliés, en tout cas en termes de qualité et de puissance. Elle peut donc contrôler quelqu'un comme elle le souhaite, effacer ses souvenirs et en faire ce qu'elle veut. Donc t'imagines bien que tu mets ces pouvoirs là dans les mains de n'importe qui, tu peux contrôler des pays, des villages entiers et n'importe quel grand ninja et déclencher des guerres, accomplir toutes les prouesses du monde, personne n'est à l'abri. Donc t'imagines bien que cette jeune fille là, si tu la laisses utiliser tous ses pouvoirs, ça peut non seulement vite se retourner contre toi, mais en plus de ça, elle peut mettre le monde à ses pieds. Même Madara pouvait pas faire ça, ou avait nécessité tout un plan avec Obito pour créer le plan des arcanes lunaires avec notamment l'œil de lune, mais elle peut le faire en claquant des doigts. De base, ses parents l'ont appelée Ikari, ce qui symbolise en réalité la lumière et le soleil, afin d'avoir une jeune fille totalement rayonnante et pleine de vie, comme finalement une jeune fille de son âge. Malheureusement, là vous vous en doutez, c'est là que le bas blesse parce que les autres Uchiwa finalement l'ont fait vivre dans l'ombre, la misère et un véritable enfer, lui faisant grandir sa haine non seulement de son propre clan mais aussi du monde entier, sans aucune bienveillance, ni affection, ni pitié, ni aucune marge de manœuvre, ni aucun espoir, ni amour, ni amitié. Une fille coupée du monde en fait, qui ne représente qu'un outil, comme un véritable shinobi pur qui de base est fait pour endurer les choses et accomplir sa mission, mais là c'est poussé à l'extrême. Donc une jeune fille qui de base représente la lumière et le soleil finit par représenter l'ombre, l'enfer et surtout n'arrive plus à sourire une seule fois. Une âme qui n'avait pas le droit de réfléchir, d'avoir des sentiments et de décider quoi que ce soit. Pas même ce qu'elle mange, pas même ce qu'elle pense, pas même ce qu'elle doit dire. Et comment vouloir en réalité à une jeune fille qui subit tout ça au quotidien, des humiliations dans son clan et à l'extérieur, comment lui en vouloir en réalité de développer des sentiments haineux envers le monde et vouloir potentiellement le détruire? Ils lui ont tout pris alors qu'elle avait rien fait en réalité. Elle subit l'injustice et l'ambition de son clan. Et à force de manipulation, à force de rabaissement, etc., on lui a même fait oublier son propre prénom. Tout ça pour la renommer Nanashi qui signifie un sans nom. Et comme on dit souvent, être oublié par les autres et s'oublier soi-même, c'est en réalité le début de la fin. Une fin justement qui a été précipitée par une mission qui a mal tourné, causant au passage la mort de la branche parallèle Uchiwa, via le clan Sarutobi et Senju qui se sont alliés pour les affronter. Ils ont ensuite non seulement décidé de ne pas aider Nanashi, qui certes était du clan Uchiwa, il y a un vrai problème pour leur clan, mais elle implorait tout le monde, elle était en pleurs, elle criait à l'aide, elle voulait qu'on la sauve. Même ceux qui l'ont entre guillemets sauvée de ses oppresseurs ont fini par l'oppresser également, cette fois-ci, non pas en la tuant, mais en la scellant définitivement, afin de garder sous contrôle un ennemi au potentiel infini, sans même l'écouter un seul instant, sans même la comprendre ni porter attention à ses cris de douleur. Donc entre son clan et les adversaires, elle ne voit aucun bon humain devant elle. Donc forcément que sa soif de sang allait être décuplée et elle voulait absolument tout démolir. Et je dis bien, à aucun moment quelqu'un s'est intéressé à elle, du moins sauf une personne, à toi, un siècle plus tard. Et j'espère que vous avez la rêve. Et c'est seulement 100 ans après, à l'époque de Boruto, qu'elle a été libérée par Mars, quelqu'un qui a voulu reprendre un petit peu à l'extrême et à sa propre façon l'idéologie de Pain pour simplement non pas apporter une certaine paix, mais plutôt la guerre dans le monde, car selon lui, la guerre est avant tout la base du shinobi. Donc Mars l'a réveillée et l'a manipulée totalement pour réussir pourquoi pas à en faire une arme pour son plan, mais de l'autre côté à rediriger sa haine pour son plan et l'alimenter. C'est donc là qu'ensuite leur est venue l'idée de créer un faux jeu avec un casque de réalité virtuelle à la Sword Art Online et un Nerf Gear qui s'appelle Ninja Heroes, qui permettait via le Yashihoko et les marques qui allaient être déposées sur la plupart des gens à l'extérieur, simplement de les contrôler petit à petit, de créer à l'intérieur du jeu un genjutsu qui permettrait simplement de paralyser la plupart du monde en général, afin de collecter aussi des données, de les affaiblir petit à petit, car ceux qui jouent au jeu ressentent à chaque fois une énorme fatigue après plusieurs heures de jeu, et donc d'emprisonner les gens dans le genjutsu entre ceux touchés par le Yashihoko à l'extérieur ou ceux à l'intérieur du jeu qui sont prisonniers par rapport à un genjutsu qui leur donne l'illusion de jouer à un vrai jeu. Et c'est donc comme ça par exemple que Naruto lui-même a été contrôlé, et même le fait qu'il était un Jinchuriki, qu'il avait du coup Kyuubi à l'intérieur de lui, ça ne pouvait pas lui empêcher de sombrer dans un genjutsu, ce qui nous a offert au passage un des combats les plus titanesques auxquels on voulait assister un jour, Naruto contre Sasuke. Et ce qui nous intéresse aussi ici dans l'histoire de Nanashi, c'est le fait que grâce à Boruto, elle a pu ouvrir les yeux avec une relation finalement qui a pu lui montrer ce qu'est la bienveillance humaine, la bonté chez l'homme, et surtout lui apprendre qu'est-ce qu'une véritable relation. Pour revenir un peu dans le contexte, avant ça, Boruto passait beaucoup de temps par exemple à parler avec Nanashi au sein de Ninja Heroes, parce que Nanashi était présente au sein du jeu avec une apparence un peu différente et ressemblait en réalité à un PNJ qui de base devait servir à guider les débutants, sans dire à voix haute que c'était elle la maître du jeu, elle qui avait créé tout cet univers dans lequel les joueurs allaient se rassembler. Et normalement, on est tous d'accord, quand tu joues à un jeu vidéo, personne ne fait quasiment attention aux PNJ comme ça. Tu leur poses une question, tu prends l'information, tu te casses et tu reviens plus jamais. Sauf que chaque jour, Boruto
repassait simplement pour discuter, engager un dialogue, essayer de la comprendre, pourquoi elle était froide, pourquoi elle répondait mal, pourquoi elle essayait de le taquiner avec des surnoms un petit peu bizarres, pourquoi simplement elle n'arrive pas à s'amuser, pourquoi elle ne veut pas s'amuser elle aussi. Et tu vois que même si elle était saoulée de ses réponses, qu'elle envoyait bouler malgré le fait qu'elle avait un rôle à jouer quand même pour guider les débutants, elle a commencé petit à petit à sourire, à lui répondre plus gentiment, à même carrément dire son prénom, à lui donner plus de conseils, à même des fois lui en donner quand il en demandait pas, à attendre son retour le lendemain pour pouvoir lui parler. Et justement cette récurrence là va créer une relation et quelque chose en tout cas qui peut dépasser de base ce qu'imaginait autant Nanashi que Boruto. Et là elle commence à comprendre que pour une fois il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle, comment elle va, à simplement ce qu'elle fait de ses journées, et globalement aussi quelqu'un qui va ne pas vouloir se servir d'elle mais simplement être gentil. Et elle n'a plus connu ça quand même depuis qu'elle était petite avec ses parents. Boruto lui a tellement ouvert les yeux à un moment donné, il a tellement semé la graine quand même du doute en essayant pas forcément par la parole de la persuader qu'il y a des gens bien dans ce monde, mais au début simplement en discutant et sans connaître sa véritable identité, et ben ça a semé le doute dans la tête de Nanashi pour ne pas forcément qu'elle aille au bout de ses ambitions. Elle ne voulait pas que Boruto apprenne la vérité pour ne pas gâcher leur début de relation qui était quand même assez intéressant à suivre. Et d'ailleurs je peux vous dire un truc, sachant qu'on a fait le jeu ensemble sur Twitch dans son intégralité, à un moment donné avec le chat on commençait à penser que leur relation Nanashi-Boruto allait de plus en plus loin par rapport au côté amical, parce que Boruto faisait souvent référence hors jeu à Nanashi pour essayer d'aller lui reparler, il était même pressé d'y retourner, de la rencontrer, etc. Et inversement, t'avais quelque chose qui se crée, et on pouvait même penser qu'au-delà de la relation amicale, il y aurait pu avoir une relation amoureuse entre les deux persos, et leur relation au sein de l'histoire était tellement forte franchement que ça aurait été plus que légitime, même si Sarada aurait poussé un coup de gueule. Et peu importe que ce soit une histoire canon ou pas dans le lore de Naruto et Boruto, ça aurait été vraiment stylé ce genre d'histoire, parce que la relation Boruto et Nanashi c'est vraiment de l'or dans ce scénario. Après t'as Boruto forcément qui a fini par apprendre la vérité, du coup quelque chose s'est cassé entre les deux, ils ont dû s'affronter plusieurs fois jusqu'à ce que finalement les mots et les actes de Boruto contre elle, Mars et l'organisation Zéro ont fini par la toucher, permettre à Nanashi de se retourner auprès de Boruto pour simplement affronter Mars, la vérité et son passé. Elle ne voulait pas le perdre et surtout elle voyait en Boruto cette sorte de lumière dans l'obscurité de son destin. En plus par la suite t'as Toneri qui intervient, alors oui Toneri on sait pas pourquoi il intervient, en plus en mode gentil dans la dimension de la mémoire et tout ça, mais il permet à Boruto de retourner dans le passé, notamment grâce à des fragments de mémoire de Hikari ou du moins de Nanashi, pour apprendre encore plus à la connaître, pour voir un petit peu son passé, par quoi elle est passée, découvrir sa véritable identité, la comprendre encore plus et justement avoir encore plus envie de l'aider et la faire revenir du bon côté. Boruto avec Sasuke et Naruto, et notamment Naruto qui était revenu du bon côté réveillé par la fin du Yashioko, globalement ils ont affronté Mars et globalement Hikari s'est sacrifiée pour Boruto, elle qui ne croyait pas en les autres humains, elle qui ne croyait pas en la bienveillance, elle s'est finalement sacrifiée non pas en tant qu'outil mais en tant qu'ami en donnant son chakra avec le Yashioko à Boruto pour qu'il remporte encore une fois une victoire décisive. Et même si le combat entre Boruto et Mars il était quand même assez spectaculaire et en tout cas pas mal de fanservice là-dedans, bah le sacrifice de Nanashi qui est vraiment morte une fois vidée de son chakra et tout ça, dans les bras de Boruto c'était quand même assez émouvant. Et grâce au fragment de mémoire qu'elle lui a laissé, il a pu, via les pouvoirs de Toneri, retourner dans le passé un siècle plus tard pour justement sauver Nanashi à l'intérieur de sa cage, qui était encore une fois maltraitée, utilisée comme un outil, sauf que cette fois-ci lui avait tous ses souvenirs de Nanashi mais elle ne le connaissait absolument pas, forcément c'était il y a un siècle. Mais il est retourné dans le passé avant qu'elle ne soit scellée par le clan Sarutobi et Senju, et il lui a prouvé sa détermination en lui parlant, en simplement massacrant les membres du clan Uchiwa qu'il avait enfermés, en faisant cramer ses bras sur les barreaux qui s'inflammaient dès que tu les approchais. Et c'est quand elle a vu tous les risques qu'était capable de prendre un inconnu pour elle, que ça lui a apporté un déclic déjà à l'époque, surtout ça lui a fait prendre conscience qu'une nouvelle vie pouvait l'attendre. Du coup ça lui a fait prendre conscience aussi dès l'époque qu'il existait au moins des gens bien au-delà de ce qu'elle connaissait de base. Et heureusement Boruto est arrivé assez tôt. Du fait qu'à un moment donné dans l'histoire justement bien avant, quand il se connaissait dans la réalité du présent, elle avait dit si seulement tu étais arrivé un peu plus tôt. Alors moi s'il est arrivé dans sa vie bien avant pour lui faire prendre conscience que les bons humains existaient et que sa haine, bien que justifiée, n'était pas forcément la finalité de sa vie, tu vois. On a une jeune fille encore capable de vivre, de sourire, d'aimer et de retrouver le bonheur en fait. Et surtout tout ce qu'elle avait perdu. Boruto lui a offert non seulement une nouvelle vie, un nouvel espoir, mais aussi un avenir. Après ce qui est triste c'est qu'en retournant dans le passé et en changeant l'histoire, notamment en la faisant partir du clan Uchiwa, en l'empêchant d'être scellée par le passé, bah forcément elle n'a jamais été scellée, elle n'a pas vécu plus de 100 ans en étant scellée jusqu'à arriver jusqu'à Boruto, et forcément elle ne connaîtra jamais Boruto normalement, sauf dans le passé à l'époque. Du coup Boruto ne pourra jamais faire sa rencontre dans son présent et perd donc automatiquement tous les souvenirs qu'il avait de Hikari et donc de Nanashi. Et donc même si cette action implique que Boruto perd tous ses souvenirs la concernant, elle par
contre, même un siècle avant, elle ne l'oubliera jamais. Que ce soit dans le passé ou le présent, elle était amie avec Boruto. Et peut-être qu'elle aurait aimé davantage avec celui qui l'a libéré quand même d'un immense fardeau. Transformant au passage sa malédiction en bénédiction, au point même de graver son nom dans des écrits qui finalement traverseront le temps. Et encore une fois, c'est une magnifique histoire parce que ça prouve que même si tu as connu des choses extrêmement graves, des choses extrêmement compliquées dans ta vie, ce n'est pas une finalité, tu as toujours un moyen de t'en sortir. Si tu arrives à aller dans la bonne direction, si tu arrives à y croire jusqu'au bout, que tu tends la main à quelqu'un qui en tout cas veut t'aider absolument, il y a toujours de l'espoir dans n'importe quelle situation. Certes c'est shonen, mais dans la réalité, ça existe aussi. Cette jeune fille qui était bouleversée, qui finalement retrouve le sourire, et honnêtement dans toute l'histoire de Naruto x Boruto Storm Connection, franchement j'ai vibré sur cette relation, vibré sur leur histoire, et au-delà de la VF qui était en plus vraiment stylée, avec les petites musiques qui passaient en fond, etc., comment ça se déroulait, les petits dialogues et machin, franchement, elle m'a mis plus que les larmes aux yeux. Et cette jeune fille-là, qui est extrêmement puissante, avec un potentiel infini, mais mal utilisé, a permis quand même de nous faire vibrer pendant quelques heures de gameplay, et c'est limite dommage qu'on n'ait pas eu des épisodes sur elle dans notamment l'anime de Boruto, parce qu'elle est tellement intéressante, elle est tellement touchante, et surtout un personnage qui est très bien écrit, qui évolue en permanence au fil des chapitres. J'avais forcément envie d'en faire une vidéo pour un jeu quand même que j'ai beaucoup aimé, une histoire qui m'a touché, et globalement un manga qui est quand même mon préféré. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez de cette vidéo, de cette histoire touchante de Nanashi. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, n'hésitez pas aussi à me follow sur Insta, Twitter et sur Twitch, tous les liens sont en description. A bientôt les Shinobi pour une prochaine vidéo, ciao.